monde, bienvenue sur ma chaîne De l'enclume à la plume. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis Audrey, j'ai 3 enfants, je suis mariée, j'ai 43 ans et je me permets de faire des vidéos pour vous aider, pour m'aider aussi, parce que la gestion de budget, c'est pas forcément simple. J'aime particulièrement faire des économies, ça permet de faire plaisir aussi, donc c'est quand même super sympa. Aujourd'hui, on va parler de comment établir son budget, puisque c'est une question qui revient assez souvent parce qu'on ne sait pas trop par où commencer quand on veut établir son budget. Donc j'ai pris quelques notes, elles sont devant moi et voilà, je vais vous parler face to face de comment moi j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires et comment ça se passe au quotidien, comment j'ai établi mon budget, comment aussi je suis sortie du surendettement puisque je l'ai été et également du découvert parce que malheureusement qui dit mauvaise gestion budgétaire dit souvent découvert malheureusement et endettement avec des crédits à la consommation, revolving, des choses comme ça. Et alors ça, je crois qu'il n'y a vraiment rien de pire que ce genre de choses. Allez, c'est parti, on va en parler ensemble. Il n'y a pas de tabou à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, il faut savoir se prendre en main. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est ce que vous souhaitez faire. Et même si vous n'avez pas encore passé le cap, c'est quelque chose qui viendra certainement par la suite, progressivement. Comme on dit, step by step, hein, ok? On y va doucement et surtout, on ne se flagelle pas, s'il vous plaît. Ça sert à rien et c'est pas ça qui va vous faire avancer. Alors, comment établir son budget? Donc, pour ma part, aujourd'hui, je n'ai plus de crédit et je n'en veux pas. Je n'ai plus de dettes non plus, je n'ai plus de découverts non plus sur mon compte en banque. J'ai un découvert autorisé par ma banque que je n'utilise pas ou très très rarement. Ça peut être quand il y a 2 paiements qui se croisent. Bon, voilà, ça peut arriver, mais ça reste assez rare parce qu'en général, tout est anticipé et tout est mis en œuvre pour établir le budget même avec une marge. Voilà, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais jamais l'objectif budget zéro, vous savez, où il ne reste plus rien sur le compte. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc, la première des choses à faire, alors déjà, je vais m'excuser parce que j'ai une voix de camionneur, c'est merveilleux, parce que je suis malade. Voilà, ça se voit pas, j'ai le sourire, et ouais, ok, mais je suis malade, et ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ma voix habituelle. Bref, voilà, petite parenthèse terminée. Donc, première des choses à faire pour établir votre budget, ça va être de remonter vos dépenses entre 4 et 6 mois en arrière. Toutes vos dépenses, toutes. Ne laissez rien au hasard. Toutes les cartes bleues, tous les prélèvements, tous les retraits d'espèces, tout ça, il faut le lister pour voir exactement ce que vous dépensez sur le mois entier, c'est-à-dire entre le moment où vous recevez votre salaire et l'arrivée de votre salaire d'après. Tout doit être listé. Ainsi, vous allez prendre conscience de tout ce que vous dépensez et est-ce que ce sont des dépenses essentielles ou pas essentielles. Et donc, quand il y a des dépenses qui sont non essentielles, en général, on arrive progressivement, hein, petit à petit, à les zapper ou pas à les éloigner, mais à les, comment dire ça, à les espacer. Voilà. Puisque moi, j'étais pas une acheteuse compulsive, on peut pas dire ça, mais je suis une accro au bon plan. Donc, dès que je trouve un truc à 1 ou 2 euros et que je trouve ça intéressant, allez, bim, je me l'achetais. Enfin, je me l'achetais, c'était souvent pour mes proches, mais quand même, je l'achetais. Et bien, en fait, en éliminant progressivement ces achats dits compulsifs, eh bien, ça m'a permis quand même de faire de sacrées économies. Et donc d'éviter de me retrouver dans le rouge tous les mois aussi. Ça en fait partie. En deuxième point, il faut noter tous vos prélèvements mensuels et les dates de prélèvement. Pourquoi? Parce que, par exemple,
pas plus tard que moi, le mois dernier, je ne sais pas pourquoi, ça m'est complètement sorti de la tête que j'avais Netflix qui passait. Parce que Netflix, j'ai demandé à ce qu'il passe sur mon compte PayPal, parce que j'ai un compte PayPal, et en fait, selon si je fais des ventes, des choses comme ça, il y a de l'argent dessus. Et donc, s'il y a de l'argent, bah, c'est pris sur mon compte PayPal. S'il n'y a pas d'argent, c'est pris sur ma carte bleue. Jusque-là, normal, enfin, sur mon compte en banque. Ok. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, le mois dernier, je n'ai pas pensé que Netflix allait passer sur mon compte PayPal. Je l'ai carrément zappé. Ça va, j'avais de l'argent dessus sur mon compte PayPal, donc il est passé sans problème. Mais d'où l'importance, en fait, de lister vos prélèvements, de lister les dates de prélèvement pour ne pas oublier. Tout est inscrit sur un papier ou sur un cahier ou sur votre ordinateur ou dans votre bloc-notes, peu importe, de téléphone, peu importe, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tout soit listé de façon à ce que vous ne soyez pas, comment dire, pris au dépourvu. Et vous retrouvez du coup en difficulté parce que Netflix chez nous c'est 18 euros. Ben 18 euros ça pouvait me servir à faire autre chose. 18 euros j'aurais pu faire un peu de course, j'aurais pu faire une sortie, j'aurais pu... Voilà. Et en fait c'est quelque chose qu'il faut penser à faire. Voilà. En troisièmement, il faut noter toutes vos rentrées d'argent, le salaire, la CAF, si quelqu'un vous doit de l'argent et qu'il vous le rembourse, les remboursements perçus, s'il y a des pensions alimentaires pour les mamans solo, ben, les pensions alimentaires, toutes rentrées, il faut les lister tout comme on liste les sorties. Ensuite, on déduit nos charges fixes. Donc nos charges fixes, ça va être tous nos prélèvements, tout ce qui passe sur notre compte et voilà, qui passe sur notre compte, qui est fixe, qui ne bouge pas, qui tous les mois, on le retrouve. Donc on déduit nos charges fixes de nos entrées, donc de nos salaires, etc. Et ça, une fois que vous avez tout listé et déduit, il vous reste ce qu'on appelle un reste à vivre. Ce reste à vivre, ça va être ça que vous allez pouvoir répartir dans vos enveloppes. Le reste à vivre, ça va être pour, l'alimentation, ça va être pour les sorties, ça va être pour vos enfants, ça va être... Personnellement, j'ai décidé, moi, de mettre dans mes charges fixes l'essence. Parce que l'essence, en fait, j'en ai besoin tous les mois. Oui, l'alimentation aussi, mais on peut trouver des promotions, on peut trouver des astuces pour... il existe plein de recettes très peu chères avec très peu d'ingrédients et du coup, on peut réduire notre budget alimentation, que le budget essence, c'est déjà plus compliqué à réduire, même si vous trouvez on va dire la station-service la moins chère, c'est pas toujours évident de réduire le budget essence. Donc, du coup, moi, j'ai pris le parti de le mettre dans une charge fixe. Je compte à peu près 250 € par mois et au moins, voilà, je suis tranquille. Je sais que les 250 € seront couverts, enfin, du moins, que le budget essence est couvert. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à répartir le reste à vivre dans vos enveloppes. Donc, par exemple, moi de mon côté, l'alimentation, c'est 500 € par mois. Par exemple, les imprévus, parce que je prévois des imprévus au cas où on a une sortie d'argent, voilà, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, mon chat qui a mangé, qui a grignoté les chaussons de mon mari. Enfin bon, bref, du coup, des imprévus, bon ben voilà, je prévois un budget imprévu, etc., etc. Là, ça va être à vous de lister vos besoins. Il y a des personnes, ça va être les cigarettes. Nous, on ne fume pas à la maison. Donc, ça, c'est à lister. Alimentation. Ça va être l'argent de poche pour vos enfants, si vous leur en donnez. Ça va être peut-être la beauté, la pharmacie, le shopping, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est à vous de prioriser vos pôles, on va dire, de dépenses dans vos enveloppes. Voilà, déjà, dans un premier temps, quand on n'a pas de crédit, de dette, de découvert, comment moi je fais pour établir mon budget. C'est relativement simple.
j'ai pas de prise de tête, j'ai pas de... Ça va vite, ça se fait rapidement chaque mois, puisque on a plus ou moins toujours le même budget qui rentre, le même budget qui sort. Donc après, ça va vite à savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on va avoir et ce qu'on va pas avoir. Désolée, j'ai été obligée de vous mettre en pause quelques secondes parce que j'allais tousser et je voulais pas vous infliger ça. Donc voilà pour ce qui est de l'établissement d'un budget quand on n'a pas de crédit, quand on n'a pas de dette, quand on n'a pas de découvert, quand tout, on va dire tout va bien. Voilà. Il y a des mois plus ou moins difficiles, comme tout le monde. Mais on n'a pas de dépenses surplus, si je peux dire. Et là, vous allez me dire, mais comment tu fais si tu veux t'offrir quelque chose? Je mets de côté un petit peu tous les mois. Et puis, quand j'ai la somme, là, je me l'offre. Il est pour nous aujourd'hui hors de question d'avoir un crédit quelconque. Et pour cause, hein, moi j'ai été en surendettement. Donc ça a été une période qui était compliquée. Ça a été vraiment compliqué de s'en sortir. C'est fait. Ça fait maintenant plus de... avec mon mari, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On est sorti du surendettement. Ça fait... que je vous dise pas de bêtises, ça doit faire au moins 15 ans. Voilà. 15 ans qu'on est sorti du surendettement, 15 ans qu'on fonctionne sans crédit, sans dette et sans découvert. Et ça se passe vraiment très bien et on préfère comme ça parce que on a bien vu que quand on vivait à crédit, quand on vivait avec sur le découvert, etc., ça nous stressait finalement, on n'était pas forcément bien. Donc du coup, sortir de ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. En tout cas, pour nous, ça l'a été. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais retourner dans le passé. Parce que vraiment, ça a été une période difficile, vraiment compliquée. Donc maintenant qu'on est sorti de ça, et la façon dont on est sorti de ça, on en est fiers. Et donc du coup, je préfère vous la partager et pourquoi pas essayer de faire en sorte que vous aussi, vous puissiez vous en sortir. Ça peut prendre du temps, sachez que voilà, ça prend du temps. Nous, ça nous a pris du temps. Mais une fois qu'on est sorti de là, on est extrêmement fiers et je peux vous assurer qu'on se sent mais tellement léger, tellement léger. Donc voilà, le but en tout cas de ma chaîne et de mes vidéos, c'est vous montrer qu'on peut s'en sortir et que oui, il y a des moments plus compliqués que d'autres, hein, oui, mais on peut s'en sortir. Et arrêtez de vous autoflageller, s'il vous plaît. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous allez vous dire « Oh là là, mais j'ai pas réussi à faire ci, oh là là, j'ai pas remboursé ça, oh là là, voilà ce qui me tombe dessus » que ça va vous aider à avancer. Ça ne va pas vous aider à avancer, au contraire. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous, soyez indulgent avec vous. Vous avez fait des erreurs, très bien. Aujourd'hui, vous allez, je dirais, les effacer, ces erreurs, parce que aujourd'hui, vous êtes prêt et vous êtes prête à avancer. Donc, voyez les choses positivement. Deuxième point, là, on va rentrer dans le cœur du sujet où c'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins sympa, puisque on va se dire qu'on a un découvert. On n'a pas de découvert autorisé, ce qui veut dire que tous les mois, la banque se gave sur notre dos, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, parce que quand on est à découvert et qu'on n'a pas de découvert autorisé, les frais, les agios, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, ça coûte une blinde, et c'est ce qui vous met de plus en plus dans une situation compliquée. Donc, nous, quand on s'est retrouvé à découvert et que on s'est retrouvé avec des agios, que c'était vraiment particulièrement difficile, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé notre banquier et on lui a demandé un découvert autorisé temporaire. Alors là, vous allez me dire, non mais Audrey, ça va pas ou quoi? On est censé sortir de la merde, pas de s'y mettre. Alors, ok, je sais. Et donc, c'est justement pour vous en sortir que je vous le dis. Demandez à votre banquier de vous faire un découvert autorisé, temporaire. C'est-à-dire que vous allez mettre en place donc, la méthode des enveloppes budgétaires. Et donc, ça va vous permettre de rembourser votre découvert. Mais si vous êtes dans un découvert autorisé, la banque, elle n'a pas le droit de vous prendre des frais. Les agios, vous n'en aurez plus. Et quand on voit le prix des agios, je peux vous assurer qu'il vaut mieux avoir un découvert
qui est un découvert autorisé et qu'on ne dépasse pas, soyons bien clairs, plutôt que de se retrouver avec un découvert non autorisé et des agios. Donc, voilà comment nous on a fait. On a appelé notre banquier, on se retrouvait à découvert en général entre 1000 et 1500 euros. Tous les mois, le salaire de mon mari tombait et hop, on repassait donc en positif. Mais pas pour longtemps, puisqu'on vivait quasiment qu'à découvert. Donc, on a appelé le banquier, on lui a dit, voilà, on sait qu'on a un découvert important, on veut le recouvrir. Pour le recouvrir, on veut que vous nous autorisiez d'avoir ce découvert qui soit donc autorisé, mais temporairement, le temps de le recouvrir. Le banquier nous a dit, d'accord, je vous autorise un découvert autorisé à hauteur de 1700 euros. On a dit, parfait. Ça nous a pris plusieurs mois, c'est vrai. Parce qu'en plus, je ne connaissais pas encore la méthode des enveloppes budgétaires à ce moment-là. Donc, je faisais tout de façon virtuelle. Je m'en suis sortie, je l'ai fait. Mais honnêtement, je préfère nettement la méthode des enveloppes budgétaires où on a l'argent en main parce qu'on voit ce qui sort. C'est tellement facile de dégainer la carte bleue et de dire « Oh, c'est pas grave, j'ai de l'argent puisque j'ai la carte bleue, j'ai de l'argent. » Oui, mais non, en fait, on n'a pas toujours de l'argent. C'est pas parce qu'on a une carte bleue qui paye et qui laisse passer les paiements qu'on a de l'argent sur le compte. C'est deux choses différentes. Donc du coup, on a commencé petit à petit à rembourser notre découvert jusqu'à arriver au point 0 où là, moi j'ai appelé le banquier, je lui ai dit, ben voilà, ça y est, on a remboursé notre découvert. Ça nous a pris, je crois, je ne veux pas vous mentir, mais je crois que ça nous a pris 4 mois à le rembourser. Parce que en fait, on a listé, hein, comme je vous ai dit auparavant, on a listé nos dépenses, on a listé nos entrées, on a essayé de dépenser moins de choses superflues, on a vraiment, on a vraiment dépensé l'essentiel. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on le faisait, et tout ce qu'on a pu économiser, ça renflouait donc le découvert. Et donc j'ai appelé le banquier en disant, voilà, je veux garder un découvert autorisé, à hauteur de 300 euros, c'est largement assez, puisqu'en plus à l'époque j'avais mon fils qui allait en école privée et en fait des fois le chèque passait en même temps que d'autres prélèvements, donc c'était un petit peu juste, donc 300 euros c'était largement assez. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Donc on a réduit le découvert autorisé à 300 euros, je l'ai toujours à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui je ne sais pas pourquoi ils me l'ont mis à 700, mais bon, peu importe, de toute façon je ne l'utilise pas. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vous garder un garde-fou en demandant un découvert autorisé beaucoup plus petit par la suite, une fois que tout est remboursé. Une fois que tout est remboursé, c'est là où on va mettre le nez dans les crédits. Et oui, les crédits. Tout ce qui est crédit revolving, tout ce qui est crédit à la consommation, tout ce qui est crédit... on ne parle pas de crédit immobilier, attention. D'accord? Ça, c'est autre chose. C'est comme si vous aviez un loyer. D'accord? C'est pas pareil. Mais tout ce qui est crédit revolving, tout ce qui est crédit à la consommation, tout ce qui est crédit paiement en 3 fois, 4 fois, 10 fois sans frais. Attention. Faites attention. C'est le gouffre. C'est justement ce qui va vous mettre dans des situations particulièrement difficiles. Et je le sais parce que je l'ai vécu et je suis contente d'en être sortie aujourd'hui parce que vraiment, ça a été une période vraiment compliquée, d'accord? Donc du coup, voilà, là, c'est le côté intime, confession intime. Non, mais ça a été vraiment très compliqué, ça a mis des tensions dans notre couple, ça a mis des tensions dans la famille, ça a été parce que c'était compliqué, parce qu'on s'en sortait pas, parce qu'on n'y arrivait pas, parce qu'on ne savait pas comment faire, tout simplement. On ne savait plus comment faire, parce que les crédits revolving, quand vous regardez les frais qui vous comptent, en fait, sur un crédit revolving, nous, à l'époque, on remboursait 120 euros. Et en fait, ce qui était réellement pris du remboursement de crédit, on va dire que c'était, allez, 60, 50. Le reste, c'était les frais. C'était les frais bancaires, quoi. Enfin, pas les frais bancaires, mais les frais crédit. Donc, en fait, ils se gavaient, mais grave. Et nous, on galérait grave, voilà. Donc, pour revenir donc au crédit,
Alors, encore une fois, on ne s'autoflagelle pas, on se prend en main, on liste. On reprend le même principe que le budget normal sans crédit, donc on liste nos entrées, nos sorties, d'accord? Et ensuite seulement, vous listez vos dettes. Si les dettes sont vraiment trop importantes, je vous dis une bêtise, mais si vos dettes excèdent, je ne sais pas moi, 10 000 euros ou 15 000 euros, j'en sais rien, je dis une bêtise. Attention, je ne parle pas de crédit immobilier, encore une fois, hein. Je parle vraiment de crédit à la consommation, crédit voiture, dette en tout genre, etc. Faites un dossier de surendettement, c'est ce qu'il y aura de mieux. C'est ce qu'il y aura de mieux, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir et surtout de ne plus être harcelé, parce que c'est vraiment du harcèlement qui se passe avec les créanciers la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'on fait les morts, parce qu'on fait l'autruche, parce que on a honte, parce qu'on a honte de ne pas réussir à s'en sortir et de s'être laissé embarquer dans quelque chose qu'on ne pensait pas, à un moment donné vivre. Voilà. Donc il faut, dans ces cas-là, aller voir une assistante sociale et faire un dossier de surendettement. Très honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Je l'ai fait. Ça m'a permis de souffler, ça m'a permis de me requinquer parce que moralement, j'étais très affectée par les appels d'huissiers, par les appels de créanciers, par les appels... Je n'en pouvais plus, j'étais exténuée. Et en fait, ça m'a permis de revivre. Donc, et surtout, ça m'a permis de me dire, ouais, je vais pouvoir m'en sortir. À un moment donné, je vais m'en sortir. J'ai eu la chance de rencontrer une assistante sociale en or, vraiment, qui était en plus bourrée d'humour, donc c'était super. Et elle nous a beaucoup aidé donc à établir notre dossier de surendettement. On a eu des moratoires plusieurs fois parce que notre situation financière ne s'améliorait pas. Puis on a eu un effacement de dette. L'effacement de dette s'est fait parce que notre situation ne pouvait pas s'améliorer dans les 5 ans à venir. De toute façon, notre situation financière n'aurait pas pu s'améliorer. Donc, ils ont préféré faire un effacement de dette, ce qui veut dire que pendant 5 ans, vous êtes toujours fiché Banque de France et vous n'avez pas le droit de faire de crédit quelconque pendant cette durée-là. Voilà, tout simplement. Mais très honnêtement, quand on sort de ça, à la limite, le crédit, je vous dis sincèrement, hein, on n'a plus du tout envie d'en faire. Mais alors, plus du tout, vous êtes vaccinés. Bref, confession terminée. Donc, on fait donc l'établissement des dettes, hein, bien sûr. Vous voyez une assistante sociale si vous devez faire un dossier de surendettement. Ne le faites pas seul, c'est compliqué à faire. Faites-le avec une assistante sociale, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va dire qu'en cas de découvert et crédit payé à jour, dans le sens où vous avez par exemple 2 crédits, et 2 crédits, un auto et l'autre un crédit à la consommation que vous avez fait, voilà. Bon, vous listez en fait ces 2 crédits, à hauteur de combien, qu'est-ce qui vous reste à verser et quand arrive l'échéance des crédits. Ensuite, donc ça, c'est important de le lister, pardon. Par exemple, vous avez 2 crédits. Vous avez un crédit de 3 000 euros et un autre de 1 500 euros. Le crédit 1, celui de 3 000 euros, vous remboursez 150 euros par mois. Le crédit 2, 1 500 euros, vous remboursez 70 euros par mois. Le premier se termine dans 1 an, le deuxième dans 9 mois. Bon. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et mettre en place pour pouvoir anticiper on va dire, le remboursement d'un des 2 crédits? Alors, la réponse est Géopardy. Non, je rigole. Donc, du coup, comment on fait? Eh bien, on rembourse. Alors, évidemment, en premier, son découvert, ça c'est indispensable. Et une fois qu'on a remboursé donc son découvert, on s'attaque au crédit. Pour le crédit 1, on a dit, donc, à l'heure du jour, il resterait donc 1 800 euros à verser.
à rembourser. Pour le crédit 2, il resterait donc 630 € à verser. Avec les économies que vous ferez avec les enveloppes budgétaires, en premier, je vous conseillerais de rembourser celui qui est le moins élevé, où il reste le moins à payer. Donc le deuxième crédit qui est à 630 €. Du moins, reste à payer 630 €. Et donc, tous les mois, vous allez mettre de côté ce que vous récupérez de vos enveloppes budgétaires. Ce qui va vous permettre de pouvoir rembourser le crédit par anticipation. Puisque tous les mois, vous avez 70 € qui tombent de toute façon dans ce crédit. C'est une charge dite fixe. Donc, une fois que ce crédit-là est remboursé, vous faites répercuter le montant de votre crédit 2 sur le crédit 1. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser 150 € tous les mois du crédit 1, vous allez rembourser 150 € plus les 70 € du crédit 2, soit 220 €. Ça va vous permettre de rembourser plus vite, sans compter que tous les mois, vous aurez de l'argent de côté par les enveloppes budgétaires. Donc là encore, accumulez petit à petit et dès que vous pouvez, je dirais, rembourser par anticipation l'intégralité du crédit, faites-le. Comme ça, vous êtes débarrassé. Et ce moyen de remboursement où on rembourse d'abord le crédit 2 parce que c'est celui où il y a le moins et qui se finit le plus tôt et on bascule sur le crédit 1, c'est ce qu'on appelle faire l'effet boule de neige. Et ça vous permet de rembourser plus vite vos crédits et dettes. Voilà. Si vous avez des dettes de loyer, si vous avez des dettes d'EDF, si vous avez des dettes d'eau, si vous avez... Pensez à appeler vos créanciers. Ne faites pas l'autruche. Appelez-les, dites-leur que vous êtes en difficulté, que vous allez aller voir une assistante sociale. Dites-leur que vous pouvez certainement rembourser petit à petit, un petit peu plus chaque mois. Mettez les choses à jour progressivement. Débarrassez-vous de vos dettes courantes, on va dire. Et après, débarrassez-vous de vos crédits. Une fois que vous êtes débarrassé de tout ça, je peux vous assurer que vous vivrez, mais... vous serez un petit papillon, voilà, vous serez un papillon, vous serez heureux, vous serez bien, vous serez léger et vous pourrez surtout mettre un max de côté pour vous faire plaisir à vos proches et vous faire plaisir peut-être même en voyageant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas une fatalité que d'être endetté. C'est pas une fatalité, vous pouvez vous en sortir. Il y a plein de personnes qui sont dans cette situation et qui s'en sortent. J'en suis la preuve, je l'ai vécu, j'en suis sortie. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est possible, je le sais. Maintenant, je ne vous cache pas que si je peux vous aider, si vous voulez m'envoyer vos budgets pour qu'on voit ensemble comment vous pouvez faire éventuellement, comment vous pouvez avancer dans vos crédits, dettes, etc., je vous aiderai avec grand plaisir. Si vous voulez rester anonyme, vous resterez anonyme. Si ça vous dit de participer à ma chaîne, même en gardant l'anonymat, hein, je ne suis pas obligée de vous donner un nom ou un prénom ou quoi que ce soit. Hein. On peut être en anonyme et personne ne saura ce que vous avez en dette, et ce que vous percevez, et comment vous avez géré vos comptes jusque-là, etc. En tout cas, moi je suis là pour vous aider à vous en sortir. Et voilà, petite chose importante quand même, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la méthode des enveloppes budgétaires a été créée aux États-Unis. C'est un Américain qui l'a créée quand il y a eu la grosse crise, je crois que c'est 2008, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute. Enfin, en tout cas, il y avait une énorme crise financière où, vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées plus que surendettés, qui ont perdu leur maison, qui voilà, se retrouvaient dans des situations dramatiques. Pour certains, ils se sont retrouvés SDF, etc. Donc c'était un Américain qui a créé ça et qui a permis à des milliers d'Américains de sortir du surendettement, de sortir des difficultés financières. Voilà, donc c'était la petite page, on va dire, savoir et voilà.
Donc, c'est intéressant de savoir d'où ça vient, en tout cas. Voilà, et comment on s'en sort. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir mes prochaines vidéos, de vous abonner, de me laisser des commentaires et de liker la vidéo, bien sûr. Moi, de mon côté, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos économies. Et oui, vous en ferez, n'ayez crainte. Oui, vous allez sortir des difficultés et vous ferez des économies et vous pourrez vous faire plaisir. À très vite.